C'est parti. 6 stagiaires, une accompagnatrice et une destination jusqu'à présent inconnue. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Une première expérience Québec sans frontières, loin de nos points de repère, qui changera à jamais nos vies. Mais surtout, une occasion en or de changer notre quotidien. Nous, Québécoises et Québécois. En passant 2 mois et demi à Ouagadougou, cette ville mouvementée, qui malgré la chaleur, ne cesse jamais de vivre et d'étonner. Nous serons d'abord séparés les uns des autres, le temps de découvrir nos familles d'accueil et d'échanger un peu avec elles avant une première journée de travail. Puis, nous nous retrouverons tous les 7 pour débuter ensemble cette nouvelle aventure, chacun apportant ses forces et connaissances au groupe. Vincent, l'étudiant dynamique en finance aux pantalons de crocodile. Anne-Marie, la coopérante internationale d'expérience. Guillaume, le révolutionnaire amateur de maquis. Chelsea, la téméraire coordonnatrice en développement. Ima, fan de foot et étudiante en droit aux 1000 tenues. Ellie, la photographe en quête d'images. Émilie, l'accompagnatrice, toujours armée de son cellulaire et son petit futé. C'est dans les bureaux de la table filière Carité et des associations qu'elle chapeaute, dont UPROCA, Caribel et Boyaba, que nous irons chaque semaine mettre nos idées en commun pour la cause de l'or vert des femmes, le Carité. Le Carité a permis et continue de contribuer à l'émancipation sociale et économique de la femme burkinabé. Ce souffle de changement fut inspiré entre autres des idéaux avant-gardistes du jeune capitaine Thomas Sankara. Le gouvernement Sankara, tout ce qu'ils avaient tracé comme vision, comme orientation, sont en train de se poursuivre aujourd'hui. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un changement, pour qu'il soit perceptible, d'abord parce qu'il y avait le changement de comportement, de mentalité, et il y avait le changement de façon de faire. En 4 ans, ce n'était pas possible de percevoir tout de suite un résultat tangible ni un impact. Mais tout de même, ça a posé des bases pour permettre un éveil de conscience des femmes, une prise de responsabilité et une prise d'auto-prise en charge. Donc ça a suscité, en tout cas, cet état d'esprit-là. Et je me dis que ça a beaucoup facilité les actions des organisations de la société civile pour améliorer les conditions de vie de la femme. Effectivement, la condition de la femme a beaucoup évolué au Burkina Faso. Et je dis cela parce que quand même, actuellement, la femme burkinabé est assez émancipée. Et les hommes ont compris qu'ils doivent accompagner les femmes pour qu'elles puissent aussi apporter leur contribution à la construction du pays, à la construction du foyer, à la construction, j'allais dire, de tout ce qui peut contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Il se trouve qu'il y a plusieurs choses à la fois qu'il faut mettre de façon parallèle. Il faut amener les femmes d'abord qui étaient plus ou moins, si je caricature, l'homme était comme devant et la femme était derrière. Il faut l'amener à être à côté de l'homme. Déjà ça c'est un premier pas. Il faut les amener à s'asseoir ensemble pour réfléchir et dégager un certain nombre de choses. Vous allez me dire que, moi j'ai dit tantôt qu'effectivement les femmes elles s'impliquent. Mais elles s'impliquent, elles ont encore toujours besoin d'un accompagnement pour que leur implication ait une efficacité assez tangible pour tendre vers l'efficience. Émilie, comment vas-tu? Ça va bien, enchantée. Le boulot, ça va? Au niveau du Burkina, on a vu que le ministère a doté les femmes des différentes provinces des maisons qu'on appelle maisons de la femme. Et au niveau de ces maisons de la femme, les femmes apprennent des métiers
tels que le tissage, la broderie. Et il y a des centres d'alphabétisation également au niveau de ces maisons de la femme. Ces maisons de la femme également offrent un cadre d'échange pour les femmes. Ces maisons permettent aux femmes de se retrouver pour échanger par rapport à leur situation et faire même des propositions au ministre pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a eu, comme vous savez, la grande conférence internationale des femmes à Beijing. J'ai conduit le groupe des ONG à Beijing donc. À cette rencontre des femmes à Beijing, une des grandes recommandations a été le renforcement institutionnel des structures pour création ou renforcement des structures qui doivent s'occuper exclusivement des questions de femmes. Et c'est à notre retour de cette conférence que le Burkina a décidé de créer un département ministériel qui devra s'occuper dorénavant des questions de femmes exclusivement, notamment l'alphabétisation. Nous avons aussi souhaitons organiser des séances de formation en citoyenneté pour les femmes et pour les jeunes filles. Nous avons aussi des séances de formation et d'animation sur des questions pratiques telles que le planning familial, la santé de la reproduction en général. Activité génératrice de revenus, ça sous-entend que la femme a un revenu. Et lorsque tu as un revenu et que tu es assez indépendante, eh bien, tu as ton mot aussi à placer au niveau de la famille et même au niveau des rencontres. Tu peux prendre la parole, tu peux dire ce que tu penses. J'allais dire au niveau de la famille, tu peux le faire parce que quand même tu apportes aussi un plus à la vie de la famille et tu as aussi ton mot à dire au niveau de la nation, bien sûr. Le karité aujourd'hui est le 4e produit qui a augmenté le PIB. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est très important au niveau du Burkina Faso. Et les femmes sont à la base. Ce sont elles qui collectent les noix, qui collectent les amandes et qui les vendent ensuite aux intermédiaires pour que ça aille à la distribution. Ça fait que cette filière aujourd'hui, sur 30 000 qui sont dans la filière à peu près, vous avez 20 000 qui sont des femmes. Et ces 20 000, je crois que si on est dans une filière depuis plus de 20 ans, c'est parce qu'on y gagne. Sinon, on va faire autre chose. Voilà. Aussi la production du beurre de karité, mis à part les revenus que ça procure, nous avons aussi organisé les femmes en coopérative qui leur permet quand même d'avoir beaucoup de place de leadership pour mener en fait à bien certaines activités. Donc du coup, elles sont beaucoup plus vues étant organisées dans une coopérative qui fait le beurre de qualité et aussi elles ont les revenus qui leur permettent de participer à pas mal de décisions. L'industrialisation a été poussée par un souci d'aider plus la femme à mieux gérer la production. D'abord, la production qui était artisanale était beaucoup pénible pour la production et pour la femme qui prend de l'âge. Et dans ce souci d'abord prioritaire de réduire la pénibilité du travail lié à la production, que nous avons inclus l'industrialisation.
un autre facteur aussi qui nous a poussé vers l'industrialisation, c'est le souci de réduire le coût de production. Parce que le beurre que nous proposons ici, en termes de, quand on regarde toute la force que la femme met et tout, ça engendre en fait des coûts qui viennent se greffer à la production du beurre, qui ne permettent pas à la femme, c'est vrai qu'elle produit son beurre, mais qui ne lui permet pas de vendre en grande quantité, en fonction du coût. Avant, nous avons une production qui était atomisée. Chaque femme produit son beurre et à chaque processus, chaque femme amenait un beurre de qualité qui est différent de sa consoeur. Donc ça fait que sur 4000 femmes, on aura 4000 qualités de beurre différentes. Ce qui fait qu'on est allé vers la centralisation de la production qui nous permet de regrouper toutes les amandes avec bien sûr une formation des femmes productrices d'amandes. On produit le beurre avec tout le système des équipements qui nous permet quand même d'avoir une qualité stable du beurre. Et aussi dans les soucis environnementaux, puisque quand la femme produit, son industrie à elle-même, elle déverse tout ce qui est résidu dans la nature et les eaux qu'on ne peut pas transformer individuellement avec 4000 femmes. Par contre, quand nous avons un centre de production, on peut stocker ces résidus et dans un souci de transformation de ces résidus en autre chose, on peut par exemple les mettre ensemble beaucoup plus facilement dans le système industriel que le système artisanal. Donc c'est tous ces facteurs qui ont fait que nous sommes allés beaucoup plus sur une question de centralisation et d'industrialisation de la production du beurre de qualité. Nous avons commencé avant le ministère, depuis 2004, nous avons commencé à sensibiliser les populations, à sensibiliser même les femmes sur l'importance d'acquérir des actes d'état civil. Et c'est maintenant que le ministère vient de commencer. Donc ça veut dire que c'est notre plaidoyer qui a contribué à ce que les ministères même aient l'idée maintenant de procéder, en tout cas à l'établissement des actes d'état civil au bénéfice des femmes. Donc, comme autre action, nous avons formé les femmes sur la citoyenneté, sur les droits de la femme, afin qu'elles puissent connaître leurs droits et pouvoir les revendiquer. Dès lors qu'on a amélioré le statut d'abord de la femme, pour qu'elle se sente une personne à part entière dans la société, et avec les activités génératrices de revenus qui ont tendance à monter vers des entreprises, certaines encore sont encore au stade de micro-entreprise, le pouvoir économique forcément vous concède une place à tous les autres pouvoirs. Donc pour moi, les activités génératrices de revenus est inconditionnellement un chemin pour amener les femmes à mieux s'impliquer dans le développement, à mieux occuper la place pour pouvoir bien défendre cette notion d'égalité homme-femme, pour pouvoir défendre ce principe de réduire les inégalités sociales qui se trouvent dans la population. Autre enjeu, c'est de faire en sorte que la femme soit économiquement, en tout cas, indépendante. Nous avons vu que les femmes qui se résignent malgré qu'elles subissent des violences, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de revenus pour pouvoir se prendre en charge, si bien qu'elles subissent les violences sans rien dire.
Et même dans le domaine politique, nous avons incité les femmes à se présenter comme candidates. Nous avons constaté qu'un des handicaps, c'est le manque de moyens financiers. Donc, un des enjeux majeurs également sur lequel il faut actionner, c'est de faire en sorte que les femmes puissent être économiquement indépendantes. Quand les femmes, par exemple les femmes qui sont faites de transformation de biens de qualité, s'il veut recueillir des banques à 5 millions, ils ne pourront pas donner. Ils ne pourront pas donner. Et ces 5 millions-là, il faut l'amener des garanties. Si les femmes n'ont pas de garanties, je pense que c'est ça, je dis que si les femmes qui sont gagnées les marchés, les partenaires commerciaux, à cause des marchés, les banques peuvent garantir pour financer les femmes parce qu'il a vu des contrats, l'argent ça va rentrer à son compte. Tout ça, ça va faciliter les femmes pendant des années qui doivent venir là. C'est ça qu'ils vont sortir des femmes même pour avoir quelque chose. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de femmes au niveau des instances décisionnelles pour influencer les décisions en faveur des femmes, les problèmes des femmes resteront toujours sans solution. Actuellement, quand même, une femme qui veut mener, par exemple, une activité génératrice de revenus, il lui faut un minimum pour pouvoir travailler. Que les microfinances permettent effectivement aux femmes d'avoir de l'argent, les organiser davantage pour qu'elles puissent travailler. Voilà. Et que les hommes acceptent accompagner les activités des femmes. Tout ça reste des problèmes à régler. C'est pour répondre à votre question de savoir qu'est-ce qu'il reste à faire. Il reste beaucoup à faire parce que les évolutions sont très très lentes, malheureusement. Mais ça évolue quand même, ça évolue. Et c'est ce qui me permet moi de garder beaucoup espoir. Et je le dis souvent aussi, et quand moi je me compare à ma mère par exemple, je me dis que, ou à ma grand-mère, je dis que les choses ont vraiment évolué. Et que moi, je suis mieux aujourd'hui que ma mère, que ma grand-mère. Et je souhaite le meilleur pour ma fille et ma petite fille. Et nous, qui sommes aux affaires maintenant, nous devons faire ce travail-là. Faire beaucoup pour que nos filles soient mieux que nous. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes, de travailler pour une amélioration des conditions de vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Même si toi tu me donnes 1000 francs, ça te fait rien, toi tu me donnes 1000 francs, tu m'as 2000, tu me donnes 2000, tu me donnes 4 000, tu m'as 5 000, 5 francs pas petit, 10 francs pas petit. 1000 francs ça ne fait rien dans l'argent de ton ça ne fait rien dans les condiments, l'argent de les condiments de ta famille, 5 francs pas petit, 10 francs pas petit. Dans la vie, chacun a sa façon. Dans la vie, chacun a sa manière. Dans la vie, chacun a sa façon. Dans la vie, chacun a sa façon. Mais ça va pas laisser de tâches. Dans la vie, chacun a sa façon. Dans la vie, chacun a sa façon. Dans la vie, chacun a sa manière. Chacun a sa façon. Dans la vie, chacun a sa
Mon plus beau moment, c'était quand tout le monde amenait un peu chacun des membres de sa famille ou des amis, puis on sortait tous en maquis. Donc je trouvais ça bien que personne ne se connaissait. Puis à la fin de la soirée, en fait, tout le monde était amis, puis on avait bien du plaisir et tout ça. Donc je trouvais que c'est un des plus beaux moments que j'ai au Burkina à date. Je pense que l'expérience QSF m'a surtout appris à pratiquer ma patience, puis d'accepter différents aspects de différentes cultures. C'est pas parce que nous, on fait les choses d'une façon que c'est la bonne façon. Il faut apprendre à respecter les autres façons puis de s'adapter en tout temps. L'expression que j'ai ramenée au Québec, c'est sûrement « il faut ». Il faut marcher par ici, il faut manger. C'est pas des ordres, c'est tout simplement des suggestions. C'est juste une façon de parler. C'est propre. Ouais, man, c'est propre. Ça me fait bien rire quand ils disent ça en voulant dire ça va, c'est bien. Souvent on entend ça que l'Afrique est pauvre, mais ils sont riches autrement, tu sais. Fait que c'est pas la même richesse. Ils ont une culture très très riche. Je me suis toujours senti en pleine sécurité, puis j'avais l'impression que je pouvais me fier aux gens si jamais j'avais des problèmes aussi. Mon plus beau moment, je pense que c'est l'arrivée dans la famille d'accueil, la rencontre avec mon papa. Parce que c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Puis dès la première journée, ça a bien cliqué, on est tourné, il m'a amené au maquis et tout. Ce que j'ai retiré comme leçon au niveau de mon expérience d'accompagnatrice, c'est que c'est vraiment beaucoup d'investissement, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Puis sinon, un moment aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est emmené, je me sentais vraiment pas bien. Puis il y a ma tante de Bobo puis mon frère d'accueil qui sont venus me voir, puis ceux qui m'ont réveillée et tout, puis je m'attendais pas à les voir là. Côté personnel, moi-même, je m'analyse et tout, puis je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. Puis je pense que ça va m'amener loin plus tard. C'était vraiment... c'est une expérience gagnante. Puis j'ai même encouragé mon entourage à le faire. Parce que du coup, des fois, on dit c'est pas dans notre domaine d'études ou ça m'intéresse pas vraiment. Mais c'est même pas nécessairement pour le domaine d'études ou l'expérience du travail. C'est plus une expérience de vie. Ça te permet de travailler sur toi-même sur plusieurs aspects.